Alors, bonjour à tous et merci pour cet accueil. Alors, non seulement, effectivement, l'anglais n'est pas la seule langue en Europe, mais j'ajouterais que l'anglais n'est pas la seule langue en Amérique du Nord non plus. Donc, euh, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui autour d'une question qui me semble probablement la plus importante des temps présents, c'est comprendre la fin, l'explosion ou l'implosion, selon la figure que vous préférez, la fin du cycle historique qui est le nôtre, qui est le cycle de 1989, et de voir comment le régime qui s'est mis en place partout dans le monde occidental à partir de la chute du mur de Berlin, comment ce régime qui se revendiquait de l'accomplissement de la démocratie libérale, ce régime aujourd'hui contesté par des révoltes populaires nombreuses, comment ce régime aujourd'hui connaît un tournant autoritaire et comment, au nom paradoxalement de la défense de la démocratie, au nom de la défense de l'état de droit, il connaît aujourd'hui un moment répressif indéniable. Pardonnez-moi, et c'est ce moment répressif que je chercherai à comprendre avec vous. Alors, c'est un sujet que j'ai abordé dans mon dernier ouvrage, Les deux Occidents. Je vous donne le sous-titre, il vous donnera probablement une idée de mon propos. Donc, c'était Les deux Occidents, sous-titre de la contre-révolution trumpiste à la dérive néo-soviétique de l'Europe occidentale. Ça vous donne une idée de mon propos. Alors, point de départ, je serai assez rapide sur la généalogie historique, mais on doit la rappeler. On aurait pu, en 1989, avec la chute du mur de Berlin et dans les années qui suivent, avec la chute de l'URSS, nous aurions pu nous contenter avec joie de constater, d'un côté, l'effondrement du communisme, l'effondrement d'un empire totalitaire et la libération des nations et des peuples qui étaient jusqu'alors tenus sous la botte de cet empire totalitaire, sous la botte de ce qui était aussi l'empire russe. Or, qu'est-ce qu'on voit? Donc, autrement dit, on aurait pu se contenter de célébrer les nations retrouvant leur indépendance et la démocratie libérale trouvant enfin matière à se déployer partout. Or, qu'est-ce qu'on constate très rapidement à partir du début des années 90? Il y a, comme l'avait bien vu Zinoviev et comme l'ont vu bien d'autres, Kundera l'a noté, Philippe Murray l'a noté, d'autres l'ont noté, on assiste à un transfert de l'esprit révolutionnaire de l'Est vers l'Ouest. Et 1989 et les années qui suivent sont interprétées par les élites occidentales comme l'occasion d'enfin tenir la promesse de Babel. La promesse de Babel, c'est-à-dire l'occasion, au nom de la mondialisation, de faire advenir un monde qui, bon, on le sait par exemple, sacrifierait les frontières et les souverainetés nationales au nom du mythe de la gouvernance globale, passerait du constat ou de la réalité du principe de la diversité des peuples à celui de l'interchangeabilité des populations, ce qui permettait bien évidemment les migrations globales permanentes. Un basculement aussi de pays où l'identité nationale était la norme constitutive de nos pays, à un modèle où le multiculturalisme devenait la norme, le multiculturalisme que j'ai défini ici, non pas comme le simple constat de la diversité empirique de nos sociétés, mais plutôt comme une doctrine fondée sur l'inversion du devoir d'intégration. Ce n'est plus à l'immigré de prendre le pli de la société d'accueil, c'est à la société d'accueil de se transformer pour accommoder la diversité. C'était une période aussi où la technostructure issue de l'État social, de l'État-providence, se met au service d'un travail d'ingénierie sociale permanent, une ingénierie sociale permanente, dis-je, pour reconstruire nos sociétés dans la logique de ce qu'on a appelé l'antidiscrimination. Mais l'antidiscrimination, dans les faits, consistait surtout à déconstruire toutes les normes culturelles, identitaires, anthropologiques qui fondaient nos sociétés. C'est une période aussi, et ça va s'intensifier dans les dernières années, où on décide de, dans l'esprit du régime qui se met en place, de civiliser la liberté d'expression. On entend par là multiplier les lois de censure, avec l'idée suivante: puisque nous savons désormais quel est le sens de l'histoire, cet horizon mondialiste, cet horizon diversitaire, puisque nous savons quel est le sens de l'histoire aujourd'hui, il ne faut plus permettre les discours contradictoires qui viendraient remettre en question le sens de l'histoire. Donc, on va les assimiler à des propos haineux, à des propos relevant de l'intolérance. Et tous les mouvements,
Parce que ce qu'on doit constater, c'est que dans cette séquence qui se met en place très rapidement, qui va s'incarner avec des figures politiques comme Tony Blair, Bill Clinton, d'autres, qui vont être la séquence, on va appeler ça la Third Way dans ces années-là, pendant cette séquence, les peuples, eux, sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée de disparaître qu'on ne leur propose. On va leur dire globalement, c'est formidable, on va passer à autre chose. Sacrifice des identités nationales, sacrifice de la souveraineté, gouvernance globale, liberté surveillée. Vous êtes heureux, vous ne l'êtes pas? Vous n'êtes pas vraiment? Problème. Et dès lors, dans cette logique, on assiste à comment nommer ces forces qui partout alors prennent forme dans le mouvement, dans le monde occidental, qui s'opposent à ce régime diversitaire et mondialiste qui se met en place. Très rapidement, les termes vont se multiplier, on va dire populisme, national-populisme. Mais très rapidement, le terme qui s'imposera, on le sait, c'est extrême droite. Et le mot extrême droite aura une fonction explicite, c'est de rattacher les révoltes populaires contre l'ordre de 1989, rattacher ces révoltes, non pas au contexte post-89, mais les rattacher à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, globalement, nous n'étions pas devant des mouvements populaires et démocratiques s'opposant à la construction d'un ordre post-national, post-libéral, post-occidental. Nous étions devant une résurgence du fascisme hier vaincu, et dès lors, il était possible de le mater par tous les moyens nécessaires. Ayant tout cela à l'esprit, on pourrait raconter l'histoire des 30 dernières années comme l'histoire de 30 années de résistance au régime diversitaire et mondialiste. Mais la plupart du temps, cette résistance a été matée. Soit elle était contenue à la périphérie de notre civilisation, dans les pays d'Europe de l'Est, que l'on traitait généralement comme des retardataires de l'histoire. Donc on se disait, c'est normal, ils sont un peu bizarres, ils ont connu le communisme, donc ils ne sont pas aussi évolués que nous. Donc puisqu'ils ne sont pas aussi évolués que nous, c'est normal qu'ils soient retardés et réactionnaires. Ne nous y intéressons pas. Dans le monde occidental, on a cantonné cette opposition globalement à la fonction tribunicienne, les fameux partis populistes. Donc, ils avaient le droit de se présenter aux élections à condition de ne pas les gagner. Donc tant que vous étiez dans la défaite permanente et institutionnalisée, vous étiez le bienvenu. Mais que s'est-il passé depuis, on pourrait dire, il y a une exception scandinave là-dedans, dans la mesure où en Scandinavie, les partis populistes ont été capables d'intégrer certains thèmes dans le débat public et les partis mainstream se sont un peu renouvelés au contact de l'affect ou de l'impulsion populiste. Que s'est-il passé depuis 10 ans? Brexit, Trump 1, mais surtout Trump 2. Quoi qu'on pense du personnage, bien évidemment, et parlant de la manière de quelqu'un qui vit juste au nord de la frontière des États-Unis, je précise qu'il n'est jamais agréable d'être le voisin d'un empire. Il n'est jamais agréable d'être le voisin d'un empire qui nous explique finalement qu'il pourrait demain, s'il en avait envie, nous transformer en 51e État, bien qu'il ne le fera pas. Il est légitime d'avoir de grandes réserves sur le personnage. Il n'en demeure pas moins que dans le cadre du régime post-89, qu'est-ce qu'on a vu se déployer? On a vu se déployer une opposition, et cette opposition a pris le pouvoir depuis 10 ans en 2 endroits. Donc, Brexit, Trump 1, Trump 2. Et j'insiste surtout sur Trump 2. Le régime diversitaire et mondialiste en Europe occidentale se met à paniquer. En disant, un instant, là, ces gens-là ne respectent pas les règles. Ils avaient le droit de se présenter aux élections, ils avaient le droit de parler tant qu'ils perdaient. Mais là, ils sont en train de gagner. Ils ont gagné en Italie, on a peut-être été capable de les neutraliser un peu, mais ils ont quand même gagné en Italie. Ils pourraient gagner demain en France. Ils viennent de gagner aux États-Unis. Que faire dès lors devant ce contexte nouveau? Et c'est alors qu'on voit, et vous me dites combien il me reste de temps parce que je serais capable de parler pendant 3 heures. C'est mon côté Fidel Castro. On est dans une séquence où les élites européistes se disent no passaran, ces gens-là ne doivent pas passer. Et on assiste donc en Europe occidentale depuis quelques années, parce qu'on avait vu venir le mouvement, à une volonté de verrouiller les institutions démocratiques pour s'assurer qu'elles ne tombent pas dans les mains des bad guys, pour s'assurer qu'elles ne tombent pas dans les mains des populistes nationaux conservateurs, identitaires et ainsi de suite. On peut dire que le régime a vu dans le Brexit et dans Trump 1 2 accidents démocratiques. Alors, qu'est-ce que c'est des accidents démocratiques? C'est quand, je l'ai dit, quand ceux qui ne devraient pas l'emporter l'emportent. Comment le régime réagit alors dans de telles circonstances? Il a dit, mais c'est pourquoi les méchants ont gagné? Parce qu'il y a eu une forme de bris des systèmes informationnels et médiatiques. Si les gens étaient correctement informés, ils voteraient correctement. Manifestement, le système médiatique qui est le nôtre met en circulation des idées, des faits, des récits, des personnages
qui viennent dérégler l'esprit populaire, qui viennent dès lors activer le réflexe démagogique ou populiste dans nos sociétés. Et donc, il faut réparer les systèmes d'information pour éviter qu'un peuple mal informé commette cette suprême incivilité qui consiste à mal voter. Donc, on a vu la volonté de contrôle des réseaux sociaux, la volonté de contrôler les médias, la volonté quelquefois de fermer des médias s'il le faut, parce qu'ils sont accusés d'une forme de dissidence médiatique, pour reprendre une formule dont on a parlé ces jours-ci en France. Plus largement, il y a eu la séquence, on pourrait dire, depuis un an, qui est fascinante. En Roumanie, alors quoi qu'on pense du candidat en question, Georgescu, qu'est-ce qu'on voit? Une élection produit un résultat désagréable au régime. Mais qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a la possibilité désormais d'annuler une élection sous prétexte d'ingérence étrangère approximative. Donc, dès lors qu'on utilise aujourd'hui le concept d'ingérence étrangère, cela permet de dire que c'est une élection qui était déréglée. Il est donc possible d'annuler des résultats électoraux qui nous déplaisent, quitte à faire revoter les gens jusqu'à ce qu'ils votent bien. En Allemagne, aujourd'hui, le principal parti d'opposition, quoi qu'on en pense encore une fois, il ne s'agit pas de l'applaudir, mais le principal parti d'opposition, on discute ouvertement de la possibilité de son interdiction. Il fut un temps, en démocratie, mais ça fait longtemps, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait la chanson, où on pensait qu'un parti qu'on n'aime pas, on se contente de le battre aux élections. Mais cette approche est probablement réactionnaire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On discute ouvertement et on cherche étape par étape à interdire le principal parti d'opposition. En France, en 2021-2022, et d'ailleurs la séquence était déjà engagée, craignant la victoire de ceux qu'on appelle les populistes, craignant la victoire de ceux qu'on appelle l'extrême droite, eh bien, on décide, dans ces circonstances, je précise que le camp national avait à ce moment-là dit, si on prend le pouvoir, on fait un référendum sur l'immigration qui va modifier les institutions dans la tradition gaullienne. Mais si on assiste à ce moment-là, le Conseil constitutionnel, dont dit, par exemple, on va verrouiller l'usage du référendum pour empêcher ceux qui arriveraient au pouvoir demain de tenir ce référendum qui viendrait déstabiliser le monde construit depuis 40 ans. Et au Royaume-Uni, on a quand même vu ce truc très particulier qui fait penser à un roman de Milan Kundera où à 6 h du matin, toc, 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 on peut cogner à votre porte. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si la police cogne chez moi à 6 h du matin, j'ai dû faire quelque chose de très grave. Monsieur, vous avez fait un tweet haineux. Ah là là. Donc là, on est aussi dans cette idée d'une forme de police de l'information aujourd'hui, de police de la pensée, de police médiatique, de police politique quasiment, pour les opinions jugées dangereuses, avec un régime qui se permet d'étendre aujourd'hui la censure au nom de 2 grandes catégories. Eh bien, d'un côté, la lutte contre les propos haineux, et ce qu'on comprend, c'est que la définition du propos haineux ne cesse de s'étendre pour rejoindre tout ce qui n'est pas exactement progressiste. On arrive quand même dans un monde où affirmer qu'un homme ne pourra jamais accoucher flirte avec le propos haineux. Et par ailleurs, la lutte contre la désinformation. Et là, c'est intéressant de voir comment la lutte contre la désinformation est aujourd'hui la nouvelle étape franchie pour justifier demain, après-demain, de prochaines annulations électorales, où on va nous expliquer que dans cette élection, il y a eu de la désinformation portée par des gens qui sont probablement des agents russes, parce qu'on est dans une sorte de retour étonnant où tous ceux qui doutent aujourd'hui des orientations progressistes dans nos sociétés sont suspectés d'être comme les mousquetaires de jadis. C'est quand même particulier. Donc, on est dans cet environnement où il y aura demain ou après-demain la possibilité d'annulation électorale, ce dont on doit s'inquiéter. Donc, dans cette séquence historique qui est la nôtre, nous assistons au nom, c'est ça le paradoxe, au nom de la démocratie libérale, nous assistons à un verrouillage des démocraties d'Europe occidentale qui finalement se soviétisent de l'intérieur. Et de quelle manière se soviétisent-elles de l'intérieur? Au nom d'un concept falsifié, réinterprété, détourné, le concept d'état de droit. L'état de droit, fondamentalement, encore une fois, au temps jadis, c'est un État qui respecte sa propre constitution, qui respecte ses propres règles, qui ne pratique pas l'arbitraire. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que le concept d'état de droit a été redéfini pour servir de mythe politique qui permet de mater les mauvais usages de la démocratie que l'on nomme désormais populisme. Et on peut donc s'attendre dans les années à venir à une forme d'autoritarisme, enfin, dans les années à venir, je suis moi-même trop optimiste en ce moment, dans les années présentes, nous sommes témoins d'une forme d'autoritarisme qui s'exerce au nom de l'état de droit.
Donc, ce que j'ai cherché à décrire dans ces presque 15 minutes, ce que j'ai cherché à décrire ici, c'est une séquence autoritaire, donc, et je dirais plus le régime issu de 1989 se sent fragilisé, sans que la population s'en détourne, sans que les révoltes populaires se multiplient, sans que les révoltes populaires peuvent aboutir démocratiquement par les urnes, dans le respect des règles généralement convenues de la démocratie constitutionnelle, plus le régime se sent fragilisé et plus il devient autoritaire. Plus le régime se sent fragilisé et plus il se permettra de multiplier les frappes contre ceux qu'il traite comme des dissidents. Alors, je ne veux pas être exagérément pessimiste, mais devant cette séquence qui me semble inquiétante, nous devons comprendre que ceux qu'on accuse souvent, pas tout le temps, mais ceux qu'on accuse souvent d'être les méchants populistes, sont souvent paradoxalement les gardiens d'une conception beaucoup plus classique et, à mon avis, véritable de ce qu'on appelait autrefois la démocratie libérale qui demeure pour moi le régime de référence dans le monde occidental, la démocratie libérale qui est aujourd'hui matée au nom de ce qu'on appelle cet état de droit dévoyé. Il me reste 2 secondes. Je vous remercie.